Donc, bonjour tout le monde. On va commencer donc le chapitre numéro 9, si je me souviens bien, sur les mouvements célestes. Et dans ce chapitre-là, on va voir simplement ce qu'on appelle euh, les lois de Kepler. Donc il y a trois lois de Kepler, comme pour les lois de Newton, bien qu'on ait vu en profondeur que la deuxième loi de Newton. Là, on va vraiment voir les trois lois de Kepler, qui sont assez simples par rapport aux lois de Newton. Donc la première loi de Kepler qui s'appelle la loi des orbites. Et elle dit que les orbites des planètes ne sont pas des cercles, mais des ellipses dont le foyer occupe un des deux foyers. Dont le Soleil, pardon, occupe un des deux foyers. Donc, les orbites des planètes ne sont pas des cercles. On vous a toujours dit jusqu'à présent que le mouvement des planètes était circulaire dans le référentiel héliocentrique, mais le mouvement des planètes, en vrai, n'est pas circulaire, mais elliptique. Ça veut dire que c'est un cercle légèrement aplati. Et ce que vous avez, c'est quelque chose de ce type-là, bien que ici, pour accentuer le truc, on a fait quelque chose de bien elliptique, avec quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à un cercle. En vrai, ça ressemble beaucoup plus à un cercle que ça. Donc, qu'est-ce qu'une ellipse? Une ellipse, c'est une forme de ce type-là qui a deux foyers. Les foyers remplacent le centre pour un cercle. Pour un cercle, le centre, ce serait ici. Mais ici, vu que on n'a pas un cercle, mais un, une ellipse, ça a deux foyers. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des foyers? Parce que si vous placez un clou ici et un clou à cet endroit-là, et que vous preniez une ficelle plus longue que ça, euh, que vous les attachiez aux deux clous, la ficelle, et que vous preniez un crayon. Donc vous tendez la ficelle, elle vient juste ici par exemple, donc il y a une partie du fil qui est ici, une partie de l'autre fil qui est ici. Vous faites votre cercle, vous faites ce que vous faites quand vous faites un cercle d'habitude, ça vous donne une ellipse. Ça ne vous donne pas un cercle. Alors que si vous mettez juste un clou ici et que vous prenez un fil et que vous traciez ici, ça vous donne un cercle. Donc avec deux foyers, ça donne une ellipse. Avec un seul foyer, donc ce qu'on appelle l'origine du cercle, on appelle ça un cercle. Donc la loi de Kepler, elle dit simplement ça. Vous avez une ellipse qui a deux foyers, comme toutes les ellipses. Le Soleil occupe un des deux foyers, ici sur F1. Ça, c'est la première loi de Kepler. On ne peut pas faire plus simple que ça. Donc la Terre a une orbite elliptique autour du Soleil. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une ellipse? Alors que pour un cercle, on donne le centre et le rayon grand R, ici, vous n'avez pas un rayon, vous aurez deux rayons en fait. Un grand rayon, un petit rayon. Et on n'appelle pas ça des rayons, on appelle le A, on appelle ça le demi-grand axe de l'ellipse, parce que c'est le rayon le plus grand, le rayon entre guillemets le plus grand. Donc ça s'appelle un demi-grand axe de l'ellipse, alors que le B s'appelle le demi-petit axe de l'ellipse. Donc forcément, toute cette longueur-là s'appelle le grand axe de l'ellipse. Il a une longueur 2A, vu que ça c'est A. Ça s'apparente à peu près au diamètre, le grand axe. Le diamètre pour un cercle. Donc on vous dit que dans un cercle, le rayon est constant. Ça, c'est une définition, la définition d'un cercle. Alors que dans une ellipse, qu'est-ce qui est constant? C'est grand R plus petit r. Grand R plus petit r. C'est quoi grand R, c'est quoi petit r? C'est ça. Donc en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous prenez une ficelle et que vous la tendiez jusqu'au bout, vous mettiez un crayon ici, ça va vous former une ellipse. Cette ficelle, elle a forcément une taille qui est toujours constante. C'est quoi la ficelle? C'est le grand R plus le petit r. Donc c'est constant. J'essaierai de vous faire une démonstration quand vous serez présent de comment construire une ellipse, si j'y arrive. Donc cette loi, on vous dit qu'elle peut être généralisée à tout astre gravitant autour d'un autre. Donc ici, on parle des planètes autour du Soleil, mais ça peut être des satellites qui tournent autour d'une planète, que ce soit des satellites naturels ou des satellites artificiels. Ça peut être le Soleil qui tourne autour du centre de la galaxie, etc., etc.
Donc ici, vous avez une petite animation qui vous montre que le total de la distance bleu plus rouge, donc grand R plus petit r, c'est toujours 10. Et quand on tourne, le grand axe, pas le grand axe, la partie bleue a une valeur, la partie rouge a une autre valeur, qui n'est pas toujours la même, mais quand on fait la somme des deux, ça donne bien 10. Donc R plus R égale la constante. Ici, on vous donne un exemple d'aplatissement. Donc B sur A, c'est 0,5. Ça veut dire que cette longueur-là est 2 fois plus petite que cette longueur-là, dans cette ellipse. Si on a B sur A qui est égal à 1, c'est un cercle. Parce que B est égal à A, donc c'est un cercle, c'est plus une ellipse. Et ici, on vous montre les valeurs de B sur A pour les différentes planètes. Donc on est loin du 0,5, on est beaucoup plus proche du 1. Donc en réalité, la trajectoire ou l'orbite d'une planète autour du Soleil est bien plus proche de 1 donc, que de 0,5, donc ça veut dire que c'est pratiquement circulaire, l'orbite. Elle est légèrement elliptique, mais ça suffit pour créer des petites différences que certains astronomes ont pu voir, comme Kepler par exemple. Donc ça veut dire que le Soleil, il est sur un des deux foyers. Plus le B sur A est grand, plus le Soleil est proche du centre de l'ellipse. Plus le B sur A est petit, plus il est excentré. Ça, c'est pas forcément à savoir. Donc, comme je vous l'ai dit, ces ellipses sont tellement légèrement aplaties qu'on pourra avoir une bonne approximation en considérant que ce sont des cercles. Donc, la première loi de Kepler dit que les orbites des planètes sont des ellipses, mais n'oubliez pas, ce sont des ellipses qui sont très très légèrement aplaties. Donc ça ressemble très fortement à des cercles en réalité. Que dit la deuxième loi de Kepler? La première loi de Kepler, on l'a appelée la loi des orbites. La deuxième loi de Kepler, on va l'appeler la loi des aires. Qu'est-ce que la loi des aires? Donc elle dit que le segment de droite qui relie le Soleil à la planète étudiée, par exemple la Terre, balaye des aires S égales pendant des durées delta t égales. Qu'est-ce que ça donne sur un schéma? Donc ici, si je prends un delta t, qui est par exemple d'une seconde, pendant une seconde, le point rouge va parcourir cette distance-là. Quand il est là, il parcourt cette distance. Quand il est là, il parcourt une distance beaucoup plus grande en une seconde. Ça veut dire qu'il accélère ici. Donc plus il est proche du Soleil, plus il accélère. Plus il est loin, plus il décélère. Donc, en tout cas, cette distance-là est parcourue avec une certaine durée, cette distance-là avec la même durée, cette distance-là avec la même durée, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième loi de Kepler, c'est la loi des aires. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la loi des aires? Parce que l'aire qui est en bleu est la même, que ce soit ici, que ce soit celle-ci, que ce soit celle-ci, ou que ce soit celle-ci. Donc ce sont les aires qui sont identiques. Par contre, les distances parcourues ne sont pas les mêmes. Donc une autre façon de voir les choses, la deuxième animation que vous voyez en bas. Donc quelle conséquence ça a? C'est ce que je viens de vous dire. C'est que plus la Terre s'approche du Soleil, plus elle est rapide. Plus elle est loin du Soleil, moins elle est rapide. Et ça, c'est la même chose pour les satellites. Les satellites, plus ils sont proches de la planète autour duquel ils gravitent, plus ils sont rapides, et plus ils sont éloignés, moins ils sont rapides. Donc c'est ce que dit la deuxième loi. Donc première loi, elle dit que le Soleil occupe un des deux foyers de l'ellipse. Donc la trajectoire, l'orbite d'une planète est elliptique. Et deuxième loi, elle dit que plus on est proche du Soleil, plus la planète est rapide. En gros, apprenez plutôt ce que j'ai encadré. Mais la conséquence, elle est là. Donc voilà une façon de voir les choses. Donc, vous voyez que elle accélère et ici, elle va moins vite. Et là, c'est un petit peu accentué. En réalité, c'est pas aussi marqué que ça. Donc là, comment est-ce qu'on peut démontrer que la vitesse de la Terre est plus importante quand elle est proche du Soleil? Donc on peut le démontrer avec un petit schéma de ce type-là. Donc ici, j'ai
mis exprès que la vitesse, ici, était plus importante en V2 qu'en V1. Comment est-ce que c'est indiqué? Par la taille de la flèche. Donc la norme du vecteur V1 est plus petite que la norme du vecteur V2. Mais comment est-ce que je le démontre? Comment est-ce que je le démontre ça? Je le démontre en commençant par dire que M1, M1' est plus petit que M2, M2'. C'est ce que je mets ici. Pourtant, la durée qu'a mis la Terre pour aller de M1 à M1' est la même que celle qu'elle a mis pour aller de M2 à M2'. Qu'est-ce que M1 et M1'? C'est rien d'autre que la vitesse multipliée par la durée. Donc M1, en M1', M1', on va dire que la Terre avait toujours la même vitesse, à peu près, qu'on va appeler V1. Donc ça fait V1 fois delta T pour M1, M1', alors que ici, on va dire qu'elle avait à peu près toujours la même vitesse. C'est pas forcément vrai. Donc il faudrait prendre des M2, des points M2 et M2' beaucoup plus proches pour que ce soit à peu près vrai. Donc M2, M2', c'est égal à V2 fois delta T. Donc la vitesse qu'elle a à cet endroit-là, multipliée par la durée qu'elle a mis pour parcourir la distance entre M2 et M2'. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce delta T, la deuxième loi de Kepler, elle dit que c'est le même. Donc elle met la même durée pour parcourir ça que pour parcourir ça. Pourquoi? Parce que l'air qui est ici est la même que l'air qui est ici, à peu près. Donc on peut simplifier les delta T et dire que V1 est plus petit que V2. C'est ce qu'on met en mettant la norme de V1 ici, plus petite que la norme de V2 ici. Donc c'est comme ça qu'on démontre que la vitesse de la Terre, lorsqu'elle est plus loin, donc en V1, au point M1, M1', entre M1 et M1', est plus petite que la vitesse quand elle est ici, plus proche du Soleil. Troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes. Donc, première, on avait la loi des orbites. Deuxième, c'était la loi des aires. Troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes. Une période, je vous rappelle, c'est une durée au bout de laquelle se reproduit un signal. Ici, le signal, ça va être simplement le fait que la Terre ou n'importe quelle planète revient à son état initial. Elle a fait un tour complet autour du Soleil, par exemple. Donc la troisième loi de Kepler, ou loi des périodes, dit que le rapport, ça veut dire la division, du carré de la période, donc T au carré, donc de la période de révolution T, d'une planète autour du Soleil, sur le cube, donc divisé par le cube du demi-grand axe A de son ellipse, donc divisé par A au cube, est une constante. Donc c'est ce que vous avez ici. T au carré sur A au cube est égal à une constante. Et cette constante est la même pour toutes les planètes du système solaire. Et si on parlait d'un autre système, ça aurait été la même pour toutes les planètes de l'autre système. Donc, la loi dit que t carré divisé par a au cube est égal à une constante. Attention, le a qui est ici, ce n'est pas une accélération. Le a, c'est le demi-grand axe de l'ellipse. Donc, ça veut dire que c'est la distance entre le Soleil et la planète. À peu près. Si on considère que c'est un cercle. Parce que je vous avais dit que comme b divisé par a est à peu près égal à 1, donc le Soleil, en vrai, il est pratiquement au centre d'un cercle. Donc si on fait l'approximation que la trajectoire est un cercle, on peut dire que A, c'est la distance entre le Soleil et la planète. Ce qui n'est pas vrai si l'ellipse est beaucoup plus accentuée. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Si on représente A au cube en fonction de T au carré, on a une droite qui passe par l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A au cube est proportionnel à T au carré. Pourquoi? Parce que si vous mettez A au cube de l'autre côté, ça vous donne T carré est égal à constante fois A au cube. Donc T au carré divisé par A au cube est une constante. Ça veut dire que A au cube et T au carré sont des grandeurs qui sont proportionnelles entre elles. Et là, donc, ça veut dire que si on connaît la période et la constante, on peut trouver la distance au Soleil d'une planète. Je vais vous montrer ça après.
Donc que dit cette loi? Elle dit que les planètes les plus lointaines, donc ça c'est dit par A, donc si A est grand, sont les plus lentes. Et inversement. Comment elles sont? On sait qu'elles sont les plus lentes parce que plus A au cube est grand, ça veut dire plus elles sont lointaines, plus la période de révolution est importante. Ça veut dire qu'elles vont faire un tour en une durée beaucoup plus longue. Et c'est vrai qu'en même temps, elles ont parcouru une plus grande distance. Une façon de retenir cette loi, donc t au carré sur a au cube égale constante, cette constante, on verra tout à l'heure, elle est égale à 4pi au carré, divisé par la masse du Soleil, quand on considère que ce sont les planètes, fois g, la constante gravitationnelle. Si on considère un satellite, la masse, c'est la masse de la Terre. Ce sera toujours la masse de la chose autour de laquelle tourne le système étudié. Et une façon de retenir, ta qui n'a pas mangé, donc ta pour le t carré, a, ta, 4 pour k, pas manger. Mais bon, vous n'avez pas besoin de retenir ça en réalité. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Ça, on va le retrouver avec la deuxième loi de Newton. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la distance d'une planète au Soleil, donc la distance entre le Soleil et la planète, simplement en connaissant la période de révolution de la planète. Ça, une période de révolution d'une planète, on peut la connaître simplement en observant le ciel. Donc on observe le ciel, on trouve la période de révolution d'une planète, et grâce à la troisième loi de Kepler, on peut trouver à quelle distance cette planète se trouve du Soleil. Comment est-ce qu'on fait? On sait que t au carré divisé par a au cube est une constante. Cette constante, elle est à peu près égale à 1 si on prend a pas en mètres, mais en unité astronomique. Ça veut dire que Terre, pour la Terre, c'est 1. Donc la distance Terre-Soleil, on va dire que c'est une unité astronomique. Donc c'est 150 millions de kilomètres. Et si on prend T en années, donc on sait que la Terre tourne en un an autour du Soleil. Donc forcément, a au cube divisé par t au carré, pour la Terre, ça fait 1. Et pour toutes les autres planètes, ça fera 1 aussi. Donc, si on ne connaît pas cette constante, mais qu'on connaît, par exemple, la période de révolution de la Terre et la distance au Soleil de la Terre. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est la distance au Soleil de Mars. Donc, on a juste à faire en sorte que t au carré de la Terre sur a au cube de la Terre est égal à t au carré de Mars sur a au cube de Mars. Vu que ça, c'est une constante, ça veut dire que cette valeur-là, elle est vraie pour chaque planète. Ce sera toujours la même. Donc avec cette égalité-là, on isole a au cube de Mars, donc la distance au Soleil de Mars, au cube, et ça nous donne, si vous faites un produit en croix, a au cube de la Terre fois t au carré de Mars, divisé par t au carré de la Terre, ce qu'on a ici. Et comme on a un cube ici, pour enlever le cube, on fait une racine cubique. D'habitude, c'est une racine carrée, donc c'est racine avec un 2 ici, mais quand il n'y a rien, c'est comme si c'était un 2. Là, c'est une racine cubique. Donc vous avez ça sur votre calculatrice. Il y a juste à taper racine cubique sur la calculatrice. Comme a au cube, on a a au cube ici, et on a la racine cubique, c'est comme pour le carré. La racine carrée d'un carré, ça s'annule. Donc là, la racine cubique d'un cube, ça s'annule. Donc on peut sortir le a terre à l'extérieur de la racine. Donc ça vous donne a terre fois t carré de Mars sur t carré de Terre. Ça, si vous voulez, je vous laisse le faire. Et ça vous donnera la distance de Mars par rapport au Soleil. Normalement, vous allez trouver 1,524, donc en unité astronomique. Pour l'avoir en mètres, il faut multiplier par 150 millions. Pour l'avoir en kilomètres, pardon. Parce que l'unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres, une unité astronomique. Ensuite, donc là, en fait, on va essayer de redémontrer la troisième loi de Kepler. Donc t au carré sur a au cube est égal à une constante. Comment est-ce qu'on démontre ça? On va utiliser la deuxième loi de Newton. Et pour utiliser cette deuxième loi de Newton, on a besoin d'un nouveau repère. Pas du repère cartésien qu'on utilise tout le temps d'habitude quand on est sur Terre, mais du repère de Freinet. Parce que là,
on ne va pas être sur Terre avec des choses fixes, mais on va avoir quelque chose qui tourne autour d'un point fixe, autour du Soleil par exemple, une planète qui tourne autour du Soleil. Donc on a besoin d'avoir un repère qui est mobile, qui tourne avec la planète. Donc ça, je vous l'ai déjà fait. Je vais vous laisser regarder le cours précédent. Je vous rappelle juste rapidement. Donc on a deux vecteurs unitaires, le vecteur unitaire normal et le vecteur unitaire tangent. Le vecteur unitaire normal va de la planète vers le Soleil et a une norme de 1, et le vecteur unitaire tangent, il est perpendiculaire au vecteur unitaire normal et il est dans le sens du mouvement. Donc ça veut dire que vous l'aurez comme ça, selon les différentes positions de la Terre. Ensuite, c'est ça qui va être important, pas le vecteur vitesse mais le vecteur accélération. Donc dans le repère de Freinet, vous pouvez retenir ça si vous voulez, mais ça on n'en aura pas forcément toujours besoin, donc je vais aller assez vite dessus. Ce qui m'intéresse, c'est le vecteur accélération, ça c'est à connaître par cœur. Donc l'accélération, dans le repère de Freinet, donc quand vous n'êtes pas dans un repère cartésien mais dans un repère de Freinet, vous pouvez la décomposer en ces deux composantes du repère de Freinet. Donc AT plus AN. AT, c'est égal à dv sur dt fois t, fois le vecteur t. Donc ça veut dire que la norme de AT, c'est dv sur dt. Et la norme de AN, c'est v au carré sur r. Donc ça veut dire que ici, vous avez les composantes du vecteur accélération, dv sur dt et v carré sur r. Ces deux composantes sont à connaître par cœur. R, c'est le rayon de courbure, bien sûr. Donc si on considère que la planète Terre a une trajectoire pratiquement circulaire, on peut faire les calculs comme si c'était un cercle, pour faciliter les choses. Et dans ce cas-là, R, ce sera simplement le rayon de la trajectoire. Si le mouvement est circulaire uniforme, qu'est-ce qu'on a? Si c'est uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que V égale à la constante. Donc ça veut dire que dv sur dt, ce sera égal à 0. Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc AT, ce sera égal à 0. Donc on n'aura qu'une seule composante de l'accélération, ce sera la composante normale de l'accélération. Donc l'accélération, ça veut dire qu'elle sera dans ce sens-là. Et ça, vous l'avez déjà tracé normalement dans un TD. Donc vous savez que l'accélération pour un mouvement circulaire, c'est toujours dans ce sens-là, circulaire uniforme. Donc, comment est-ce qu'on démontre la troisième loi de Kepler? Donc on va étudier le mouvement d'un satellite. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser une planète autour du Soleil, juste pour changer, on va utiliser un satellite qui tourne autour de la Terre, par exemple. On va dire que le satellite a une masse petit m et la Terre a une masse grand M. Le satellite tourne autour du centre de masse de la Terre à une altitude h, par exemple à 10 000 mètres de la surface de la Terre. Ça veut dire que le rayon de la trajectoire de ce satellite sera égal à R plus H. Donc le rayon de la Terre plus H. Puisque en fait le rayon, ça veut dire qu'on part du centre de la Terre. Donc pour aller du centre de la Terre jusqu'au satellite, il faut parcourir le rayon de la Terre plus l'altitude. Ça fait R plus H. J'aurais dû vous mettre un petit dessin. J'ai oublié de le faire. Donc si on utilise la deuxième loi de Newton sur ce satellite, donc on est dans le référentiel géocentrique, qu'on va considérer comme galiléen dans les conditions de l'expérience. Que dit la deuxième loi de Newton? Si la masse du satellite est constante, on peut dire que la somme des forces appliquées au système est égale à la masse fois le vecteur accélération. La masse de qui? Du système. Qui est le système? C'est celui qu'on étudie. Donc le système, c'est le satellite. Donc c'est égal à la masse du satellite fois l'accélération de ce même satellite. J'aurais dû mettre AG, l'accélération du centre d'inertie ou centre de masse du satellite. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le satellite?
Ben, c'est la force de gravitation qu'exerce la Terre sur le satellite. Vous vous souvenez que la force de gravitation, c'est grand G, donc la constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisé par la distance entre les deux au carré. La distance entre les deux, donc c'est la distance entre les deux centres. Donc c'est R plus H dans ce cas-là. Voilà ce qu'on aura. G fois grand M fois petit m divisé par R plus H au carré, multiplié par petit n. Pourquoi? Parce que le satellite est attiré par la Terre, donc la force va dans le sens de petit n, qu'on a vu tout à l'heure. Petit n, c'est le vecteur unitaire normal. C'est égal à la masse fois l'accélération, et on avait dit que l'accélération dans le repère de Freinet, c'était AN plus AT. Donc là, j'ai juste remplacé. On va développer un petit peu ça, sachant que on considère comme approximation que le mouvement du satellite est uniforme, donc que la vitesse est toujours constante. On va dire que l'accélération est égale à 0. Donc ça, il faudrait que je vous redémontre ça une autre fois. Qu'est-ce qu'on a donc? On a enlevé le AT, il ne reste plus que M fois AN. C'est ce qu'on a ici. A, c'est égal à quoi? V carré sur R. C'est ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. R, c'était quoi? Le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire, ici, c'est le rayon de la Terre plus la hauteur. Donc c'est pas le même R qu'on a vu tout à l'heure, faites attention. J'aurais dû appeler ça RT pour rayon de la Terre. Donc c'est R plus H ici. Donc ce qui veut dire qu'on a la force est égale à la masse fois ce qui reste de l'accélération. Ici on a petit n, donc c'est le vecteur normal, ça se simplifie. On a la masse du satellite ici et ici, ça se simplifie aussi. On a R plus H ici, et R plus H fois R plus H, parce que c'est un carré, donc ça se simplifie. Le carré, il se simplifie avec R plus H ici. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que V carré est égal à G fois M sur R plus H. Donc ce que j'ai là. Et pour trouver V, on enlève le carré, donc on a besoin de mettre une racine carrée ici. Donc voilà comment on trouve la vitesse d'un satellite ou d'une planète autour d'une étoile. Par exemple, la vitesse de la Terre, vitesse d'un satellite, on va dire la vitesse d'un satellite autour de la Terre, ça va être grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus l'altitude. Si je veux la vitesse de la planète Terre, par exemple, autour du Soleil, ça va être G fois la masse du Soleil, divisé par, ce ne sera pas R plus H ici, ce sera le rayon de la trajectoire de façon globale. Parce que R plus H, je vous rappelle, c'est le rayon de la trajectoire pour le satellite. Ici, ce ne sera pas pour le satellite, ce sera directement la distance Terre-Soleil, mais entre les deux centres. Donc, on sait que si on considère que la trajectoire du satellite est circulaire, il fera une révolution autour de la Terre pendant une durée delta t qui est égale à la période de révolution. On sait que le périmètre de cette trajectoire-là, c'est égal à 2π fois r, vous vous souvenez, mais comme le rayon de cette trajectoire, c'est r plus h, donc ça va être 2π fois r plus h. Pourquoi est-ce qu'on calcule le périmètre? Parce que c'est la distance que parcourt le satellite pendant toute la période. Et on a besoin de ça pour calculer la vitesse. On sait que v, c'est égal à d sur delta t, ça tout le monde le sait, vous l'avez déjà vu. Quelle distance il parcourt? Le périmètre de la trajectoire. Pendant quelle durée? Pendant la période de révolution. Donc V égale au périmètre divisé par T. Le périmètre, c'est 2π fois R plus H. La période de révolution, on appelle ça T. Donc finalement, on a T qui est égal à 2π fois R plus H divisé par la vitesse. Ensuite, si je mets ça au carré, pourquoi est-ce que je mets ça au carré? Pour retrouver la troisième loi de Kepler qui dit que qui donne une relation entre A au cube et T au carré. Donc, je vais mettre T au carré. Ça me fait que des carrés partout. Donc il me reste T au carré est égal à 4π au cube, qui est ici, fois R plus H au carré, j'ai dit au cube, mais c'est au carré, pardon, qui est ici aussi, multiplié, divisé par V au carré. V au carré, on l'a calculé tout à l'heure. C'est égal à
G fois M sur R plus H. Donc je le remets là. Qu'est-ce que ça donne? Je vous rappelle que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc divisé par Gm sur R plus H revient à multiplier par R plus H sur Gm. C'est ce que j'ai mis ici. Et finalement, ici on avait un R plus H au carré fois un R plus H. Ça fait R plus H au cube divisé par Gm. Et c'est ce qu'on a ici. Et si je mets ce R plus H au cube de l'autre côté, ça me donne T carré sur R plus H au cube est égal à 4pi carré divisé par G fois M. 4pi carré, c'est une constante. G, c'est la constante gravitationnelle. M, c'est la masse de la Terre. Donc, c'est une constante aussi. Tout ça, c'est une constante. Donc, on retrouve T au carré divisé par le rayon de la trajectoire, on va dire le rayon de la trajectoire au cube, est égal à une constante. Donc, ça revient à dire T au carré divisé par A au cube, si on reconsidère que c'est une ellipse, est une constante. Donc, c'est comme ça qu'on redémontre la troisième loi de Kepler. Dernière petite chose, je vous donne un petit exercice. Donc, vous avez un satellite géostationnaire. C'est un satellite artificiel, donc construit par l'être humain, qui se trouve sur une orbite qui est située à environ 36 000 km de la surface de la Terre. Donc, c'est ce petit H en fait. Le satellite se déplace alors sur une orbite de manière exactement synchrone avec la planète. Ça veut dire que comme la planète tourne autour d'un axe, l'axe nord-sud, donc si vous avez un satellite géostationnaire et qu'il tourne de façon synchrone avec la planète, ça veut dire que si vous levez la tête, vous prenez un télescope et que vous voyez un satellite, il sera toujours au-dessus de vous, le satellite. Alors que tout tourne autour de vous, lui, il restera toujours au-dessus de vous. Parce qu'il tourne en même temps que vous. Donc il reste constamment au-dessus de la même région de la surface terrestre. La question c'est calculer la vitesse d'un tel satellite. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'altitude du satellite, 36 000 km, et vous avez la période de révolution du satellite, qui est la même que la période de rotation de la Terre autour de son axe. Donc à peu près 24 heures. 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Pour ça, il faut simplement réutiliser ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Dans la diapositive précédente, on avait trouvé que la vitesse était égale à quelque chose. Donc retrouver ce quelque chose. Racine de, je ne vous dis pas la suite, essayez de le retrouver. Donc je vous laisse faire ce petit exercice. Ensuite, pour comprendre peut-être un peu mieux si vous n'avez toujours pas compris ces trois lois de Kepler qui sont finalement pas très compliquées, je vous incite à regarder ces deux vidéos. D'ailleurs, je vais les mettre à la suite de ce cours. Donc n'éteignez pas la vidéo, vous avez ces deux petites vidéos. Au début du XVIIe siècle, Johannes Kepler a établi 3 lois sur le mouvement des planètes autour du Soleil. Le périhélie est le point de l'orbite d'une planète le plus proche du Soleil. L'aphélie est le point de l'orbite d'une planète le plus éloigné du Soleil. La première loi est la plus simple. Selon elle, l'orbite de chaque planète est une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Ainsi, la distance entre les planètes et le Soleil n'est pas toujours la même. Une ellipse est caractérisée par un grand axe et un petit axe. Ces deux foyers sont deux points situés sur le grand axe. Ils sont symétriques par rapport au petit axe. La deuxième loi est relative à la vitesse d'une planète sur son orbite. C'est la loi des airs. Elle dit que la droite, ou rayon vecteur, entre une planète et le Soleil, balaie des aires égales en des temps égaux. Comme la trajectoire est elliptique, cela signifie que lorsque la planète est près du Soleil, elle se déplace plus vite que lorsqu'elle en est éloignée. Sa vitesse est maximale au périhélie et minimale à l'aphélie. Selon la troisième loi, le carré des temps de révolution des planètes est proportionnel au cube des demi-grands axes de leurs orbites. Ce rapport est le même pour toutes les planètes du système solaire. Grâce à cette loi, on peut retrouver les tailles des orbites d'après le temps de révolution des planètes.
L'énigmatique mouvement apparent de la planète Mars incita les astronomes à en percer le mystère. Rejetant l'antique conception géocentrique du monde, Nicolas Copernic proposa un système héliocentrique dans lequel les planètes suivaient aussi des mouvements circulaires et uniformes. Dans le système héliocentrique de Copernic, la trajectoire apparente de Mars s'expliquait naturellement. Mais il restait encore un écart entre l'observation et le modèle. Grâce à des grands instruments de sa fabrication, Tycho Brahe améliora sensiblement les mesures des positions de Mars. Il réduisit leur incertitude à 1 minute d'arc. Ces mesures permirent à Johann Kepler de découvrir 3 lois du mouvement planétaire. Au prix de calculs éprouvants menés sur les observations de Mars, Kepler découvrit que sa trajectoire n'était pas un cercle, mais une ellipse dont le Soleil occupait un des foyers. Les orbites planétaires sont très peu aplaties. Celle de Mars ne put être différenciée d'un cercle que grâce à la grande précision des mesures de Tycho Brahe. Les orbites des autres planètes, sauf Mercure, sont encore moins aplaties. La deuxième loi de Kepler précise le mouvement d'une planète. Elle permet de montrer que la vitesse d'une planète est maximale au périhélie, point le plus proche du Soleil, et minimale à l'aphélie, point le plus éloigné. Comme la vitesse de la Terre varie au cours de l'année, le temps qu'elle met pour parcourir l'arc correspondant à une saison est lui aussi variable. Les saisons n'ont donc pas les mêmes durées. La troisième loi de Kepler exprime que le cube du demi-grand axe de l'orbite est proportionnel au carré de la période de révolution. En conséquence, les planètes les plus lointaines du Soleil sont aussi les plus lentes. Les lois de la mécanique d'Isaac Newton permettent de relier la constante de la troisième loi de Kepler à la masse de l'astre central. La troisième loi de Kepler s'applique à tous les systèmes gravitants et permet de déterminer la masse du corps central en observant les caractéristiques du mouvement des corps qui tournent autour.